La RDC est choisie pays hôte pour abriter les assises du marché commun pour l'Afrique australe et orientale. Le numéro 1 de la diplomatie congolaise a eu un entretien à propos avec une délégation du COMESA. L'accord cadre d'Addis Abeba ne remet pas en cause la souveraineté de la RDC et la légitimité des institutions issues de 2011, Dixit Lambert Mende Omalanga, ministre des Médias, au cours de son point de presse tenu ce jeudi 4 juillet 2013. Toutes les batteries sont mises en marche par l'opposition politique de la RDC pour le déroulement des travaux de l'ère conclave le samedi 6 juillet prochain. Antenne A, le journal, présentation Solange Kwale Pembele. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Comme annoncé au sommaire de ce journal, la République démocratique du Congo va accueillir dans quelques mois le sommet du COMESA, marché commun pour l'Afrique australe et orientale. Les préparatifs vont bon train, raison pour laquelle le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda s'est entretenu longuement avec une délégation du COMESA ce 4 juillet 2013. Commentaire Patricia Amouli. Conduite par l'ambassadeur Nagla El Housseni, secrétaire adjoint en charge de l'administration et des finances, la délégation du COMESA est venue parler au ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie Raymond Tshibanda des préparatifs du sommet de Kinshasa. L'objectif de cette visite, c'était pour commencer déjà les préparatifs de ce sommet qui se pointe à l'horizon. Normalement, nous sommes venus pour discuter sur les dates du sommet et nous sommes convenus avec le gouvernement que le sommet aura lieu en octobre. Mais nous avons prévu dans le cadre des préparatifs de revenir encore ici un mois plus tard pour continuer les séances de préparation de ce sommet. Et nous pensons que déjà en octobre, nous pourrons commencer les premières réunions des organes directeurs. C'est un honneur, un privilège pour le COMESA de savoir que c'est la RDC, ce grand pays qui abrite ce sommet. Le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, a rassuré le membre du COMESA de l'engagement du gouvernement congolais de tout mettre en œuvre pour la réussite de ce sommet prévu au mois d'octobre prochain. Ici est de noter que le grand sommet de Kinshasa réunira les 19 États membres du gouvernement et des chefs d'État du marché commun pour l'Afrique australe et orientale, COMESA. Notons que le Premier ministre Augustin Matata Ponyo est rentré à Kinshasa ce jeudi 4 juillet 2013. Il est revenu de la province du Maniema où il est allé visiter le site où l'entreprise d'exploitation d'or Banro va construire bientôt son usine dans la localité de Namoya. Reportage de la presse de la primature. Tout ce que la localité de Namoya compte comme notabilité, c'est fixer rendez-vous sur cette piste d'aviation pour accueillir le chef du gouvernement congolais. La population, qui attend beaucoup de la construction de cette usine de traitement d'or, a communié avec le Premier ministre. Les experts de la firme canadienne Banro Corporation ont fourni quelques éclaircissements au Premier ministre Matata Ponyo quant à l'endroit où sera installée cette usine avant de le convier à des explications sur ce que seront ces installations. Les habitants de cet endroit ont été expropriés et le gouvernement tient à ce que leur nouvelle implantation se fasse dans des conditions dignes. Le Premier ministre Matata Ponyo, qui se faisait accompagner du ministre de Mines Martin Kabouloulou, a demandé à ce que Banro, comme du reste tous les exploitants miniers, soient respectueux de la réglementation congolaise en investissant dans les secteurs que le gouvernement considère comme prioritaires, à savoir l'éducation, les soins de santé primaires, les infrastructures scolaires et routières, afin que les populations trouvent leur compte dans l'exploitation minière de leur contrée.
L'actualité en République démocratique du Congo reste aussi dominée par les concertations nationales publiées sur ordonnance du président de la République qui ont suscité plutôt une vraie controverse au sein de l'opposition politique. C'est notamment pour remettre les choses dans leur contexte que le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement a tenu un point de presse ce jeudi 4 juillet 2013 à son cabinet de travail dans la commune de Lagombe. Les propos de Lambert Mende Omalanga ont été recueillis pour vous par Alain Kyoka et Blaise Lunda. Comme vous le savez, la publication de cette ordonnance a déclenché de vives critiques chez certains de nos collègues membres de l'opposition politique qui ont décrié l'acte du président. Leur point de vue est que cette ordonnance du président de la République contiendrait des irrégularités, voire des illégalités. Notamment du fait que ce soit le président de la République démocratique du Congo qui institue ces concertations, alors que c'est, selon eux, au secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, ou à son envoyé spécial en RDC, Mme Mary Robinson, qu'il reviendrait de prendre une telle initiative. Pour les tenants de cette thèse, en instituant les concertations nationales, le chef de l'État aurait donc carrément violé la Constitution de la République, ainsi que l'accord cadre d'Addis Abeba et la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la région des Grands Lacs. Le processus politique dont il est question dans l'accord cadre d'Addis Abeba et dans la résolution 2098 du Conseil de sécurité est régional. Il ne se réfère donc nullement aux interactions internes domestiques. Et le cadre mis en place par le président avec les concertations initiées par lui relève des interactions internes, nationales. Ceux d'entre nous qui tiennent ainsi à responsabiliser nos partenaires étrangers pour ces concertations ont, à notre avis, le tort de ne pas prendre en considération le fait que ces instruments internationaux n'ont remis en cause ni la souveraineté du peuple congolais, ni la légitimité des institutions issues des élections de 2011. On signale par ailleurs la fin des tractations autour des opposants congolais sur le déroulement des travaux de leur conclave. Une salle pouvant contenir plus de 600 personnes vient d'être trouvée chez les missionnaires catholiques à Limete 15e rue pour la tenue de ces assises prévues le 6 juillet 2013. Africa Mujinga, Sylvain Kapombo ont signé ce commentaire. Il aura lieu le samedi 6 juillet 2013, ici à la grande salle de la Congrégation des serviteurs de la charité à Limete. Ce conclave de l'opposition de la République démocratique du Congo est une occasion propice pour les opposants d'échanger sur des questions liées à la politique en vue de préparer les dialogues nationaux prévus par l'accord cadre d'Addis Abeba. Nous commencerons, comme nous l'avions prévu, par le discours et les déclarations, suivis de débats. Et directement après, nous entrerons dans les commissions. Bien sûr, tout à l'heure, nous avions annoncé que ça commence demain, mais nous devons arranger les problèmes de logistique. À en croire les membres du Présidium, sa délocalisation de la paroisse Notre-Dame de Fatima à Gombe pour la commune de Limete s'est faite sur base d'une raison concrète. C'est le problème du nombre. La salle de la paroisse Notre-Dame de Fatima, la grande salle ne peut contenir que 320 personnes et nous sommes au-delà de ces 320 personnes. C'est un conclave, c'est un moment de réflexion. Il ne faut pas que les gens viennent là, ils restent debout, ils ne savent pas écrire.
ce ne sera pas bien. C'est ainsi que l'on a délocalisé pour qu'on soit dans les meilleures conditions. Qu'en est-il de la participation des femmes opposantes à ces assises? Je vais vous dire qu'on a dit que l'engouement nous a surpris et que jusqu'aujourd'hui, on continue à recevoir les participants. Et je crois que c'est demain samedi que nous serons à même de vous communiquer les nombres de participants, des femmes comme des hommes, des jeunes également. Nous serons à mesure demain matin. Certes, le conclave de l'opposition politique de la République démocratique du Congo pourrait être une interpellation à tous les opposants de demeurer unis pour éviter toutes les erreurs du passé. Toujours dans le cadre de sa politique de terrain, le ministre de la Santé publique, Félix Kabange, a effectué une visite des dépôts pharmaceutiques le mercredi 3 juillet dernier dans le quartier Kingabwa. Nous sommes là donc dans la commune de Limete. Il a tenu de vérifier à visu l'état des fonctionnements des laboratoires pharmaceutiques et de qualité des produits qui sont gardés. Patricia Bassoa-Djouzen Belebele pour le commentaire et les images. Pour cette seconde étape, le ministre de la Santé a visité le laboratoire Promed et EGEC Congo. Félix Kabange a été désagréablement surpris de constater que ces laboratoires avaient des problèmes de stockage, de conservation de matières premières et pire encore, ces laboratoires fonctionnent avec un personnel non qualifié. J'ai eu l'impression d'être plus dans un dépôt pharmaceutique que dans une usine de fabrication des médicaments. J'aimerais vraiment demander à Promed de faire un effort pour sensiblement d'abord nettoyer complètement et débarrasser tout ce qui est superflu à l'intérieur. Deuxièmement, refaire tout ce qui peut être refait. Troisièmement, bien sûr, les procédures d'usage sont obligatoires. Et même les appareils, pour moi, il faut qu'ils subissent un entretien assez exemplaire. De là, Félix Kabange s'est rendu à Kaïssa Pharma International. À première vue, sa déception était palpable. Le produit n'a pas de notice sur l'emballage, mais l'état du laboratoire se défend. Et le ministre le soumet à la 3e direction, celle de pharmacie et médicaments pour 2 semaines. Pour clôturer sa tournée, le ministre de la Santé s'est rendu à Polypharma. Mais malheureusement, ici également, aucune norme n'est respectée. La décision tombe. Depuis le début jusqu'à la fin, aucune norme n'est respectée. Et chose grave, vous prenez même les matières premières que vous mettez à la toilette. Qu'on me ferme ça dès maintenant. Qu'on arrête la production et on ferme. Et qu'on puisse prendre des prélèvements sur tous les produits qui ont été fabriqués ici, qu'on puisse les analyser avant qu'on autorise si ça peut être vendu ou pas. Ainsi se clôture cette seconde étape d'inspection effectuée par le ministre de la Santé, Félix Kabange Numbi. De retour à la commune de La Gombe pour parler de la tenue ce jeudi 4 juillet au fleuve Congo Hôtel de la 7e réunion du groupe focal Afrique centrale de l'association des fonds d'entretien routier africain AFECA. Les ministres des infrastructures représentants des 7 pays vont s'attarder et réfléchir autour du thème entretien routier de la sous-région vers les fonds de 2e génération. Reportage. À l'unisson, le pays africain dont les réseaux routiers est doté des structures chargées d'entretien veulent marcher ensemble, échanger les expériences, scruter le chemin parcouru et envisager comment aborder l'avenir. La conscience se fait sentir dans le sous et gant ensemble. Le défi à relever sont énormes, mais la mobilisation de financement reste faible. Dans le nord, le sud, ouest, est comme au centre, les acteurs s'accordent à dire que là où passe la route, le développement suit. Que l'association a décidé de constituer 4 groupes focaux régionaux afin de favoriser l'échange d'expériences entre les membres d'une même zone géographique et faciliter la coordination des activités avec le secrétariat permanent. C'est donc dans ce cadre que notre groupe focal Afrique centrale a été créé. La RDC qui abrite la 7e réunion sait à quoi s'en tenir et s'active à améliorer sensiblement son réseau routier en pleine réhabilitation. Qu'il subsiste d'importants écarts de financement, les résultats sont malgré tout perceptibles. En moyenne, 80% des réseaux de routes principales sont dans un état acceptable.
et la valeur actuelle des réseaux des routes nationales atteint au moins 70% de leur potentiel. Les séries chronologiques limitées qui sont disponibles suggèrent également qu'un certain nombre de pays aient amélioré l'état de leurs routes au fil du temps. Créée en août 2003 au Gabon, l'association de fonds d'entretien routier africain AFERA compte à ce jour presque autant de membres que l'Union africaine, avec 4 groupes focaux pour favoriser la coordination des actions à mener et offrir au continent africain un réseau routier digne. Culture à présent, Ainos B, vainqueur de Vodacom Superstar 2010, est rentré à Kinshasa il y a quelques semaines après un séjour aux États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, Innocent Baloumé, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a animé une conférence de presse en collaboration avec le ministère des Affaires sociales et Action humanitaire. But de cette conférence est d'annoncer sa tournée prochaine à travers la République démocratique du Congo pour prêcher la paix entre les communautés. Reportage. Après 6 mois passés aux États-Unis d'Amérique, où il a porté haut les couleurs de la RDC, Mtoto wa Congo, Innocent B, a regagné Kinshasa. Il va débuter sa tournée à travers les provinces de la RDC du 15 juillet au 1er septembre 2013. Ce jeune garçon de 16 ans, vainqueur de Vodacom Superstar 2010, se veut aujourd'hui porte-étendard de la paix en RDC. Ça me fera plaisir de sortir de cette image-là, donc la paix chaque jour, s'il y aura déjà la paix dans mon pays, quoi. Donc ça ne fait pas plaisir que tout laisser tomber alors que Makambo et Salamana Est, c'est pas parce qu'ici j'ai remarqué il y a des festivals, fêtes ezali, tout ce ezali, mais kuna ba sekate, donc c'est pas une blague. Quand on raconte ça comme ça, c'est comme un film, mais ça peut me faire plaisir de laisser tomber ce qui résultat est positif. Soutenu par le ministère des Affaires sociales qui, depuis le mois d'avril dernier, a lancé une campagne de solidarité nationale en faveur des victimes de l'Est du pays, les fonds récoltés seront remis aux enfants victimes de la guerre. Les artistes sont fortement suivis, fortement écoutés. Alors il est important qu'ils puissent montrer un bon exemple à tous leurs fanatiques en passant le bon message. Avec le slogan « Un enfant, une voix », la tournée Yamani a pour but de rassembler le peuple congolais. Et après plusieurs mois d'attente, Innocent Baloumé a enfin livré le nom de son album qui a pour intitulé « Innocent ». En dehors de nos frontières, le roi des Belges Albert II a annoncé hier, mercredi 3 juillet 2013, qu'il abdiquerait le 21 juillet prochain, jour de la fête nationale belge, ce en raison des problèmes de santé qui ne lui permettent plus d'exercer comme il se doit ses fonctions. Son fils, le prince Philippe, lui succédera. Suivez. Première apparition publique du futur roi des Belges ce jeudi à Anvers. Le 21 juillet, le prince Philippe succédera à son père Albert II. Sur toutes les lèvres, une question, sera-t-il à la hauteur? Je suis bien conscient des responsabilités qui reposent sur moi. Je continuerai à m'investir avec tout mon cœur. Le prince héritier souffre cependant d'une faible popularité du fait de sa timidité. Heureusement, son épouse Mathilde, très aimée des Belges, sera à ses côtés. Certains de ses futurs sujets sont déjà conquis. Je pense qu'il est capable de bien faire, de bien représenter la Belgique, au niveau national comme au niveau international. En tout cas, la plupart des experts assurent qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je pense qu'il va très vite endosser le costume de souverain, d'autant qu'il est beaucoup plus préparé que ne l'était son père Albert II en 1993. On était en pleine 4e réforme de l'État, c'était le début des communautés et des régions, la Belgique devenait un véritable État fédéral. Tout ça, ça fait 20 ans que ça dure. Le prince Philippe a eu le temps de s'y habituer. Philippe n'aura que quelques mois pour s'affirmer avant les élections législatives de mai 2014 qui pourraient plonger le royaume dans une nouvelle crise politique.
En Afrique, précisément en Égypte, Mohamed Morsi a été déchu de ses fonctions depuis mercredi 3 juillet suite à la pression du peuple égyptien. Nous vous proposons de suivre l'ambiance qui a régné sur la place Tahrir. Voici le nouveau président égyptien, du moins pour un intérim dont la durée est encore indéterminée. Le juge Adli Mansour, président de la Cour constitutionnelle égyptienne, a prêté serment ce matin. Il a promis de nouvelles élections, mais sans spécifier de date précise. Je m'engage à préserver le système de la République, à respecter la Constitution et la loi et à protéger les intérêts du peuple, a dit Adli Mansour, désigné par l'armée égyptienne pour remplacer Mohamed Morsi, destitué hier soir à l'issue d'un coup d'État militaire. Morsi serait toujours ce matin détenu dans l'enceinte du ministère de la Défense. 300 mandats d'arrêt ont par ailleurs été lancés contre les membres des Frères musulmans, dont l'ex-président, élu en juin 2012, est issu. Et des arrestations ont déjà eu lieu cette nuit et ce matin. Une dernière manifestation monstre a eu lieu hier soir, place Tahrir au Caire, la foule attendant de l'armée qu'elle mette enfin un terme à l'ère Morsi. Quand la nouvelle est tombée, c'est une explosion de joie qui a traversé la ville et tous ont célébré jusque tard dans la nuit le dénouement de cette nouvelle révolution égyptienne. Place maintenant à la revue de presse et nous faisons appel à Sylvie Fortuné Mboula qui a lu les journaux. Suivez. Bonsoir. Nouvelle menace de rebelles pro-rwandais à l'Est, Laurent Nkunda de retour à Rutshuru, le roi de Belge abdiquera le 21 juillet. Voilà les sujets qui constituent la revue de presse. Forum des As note à sa une Goma verrouillée. Depuis que les rebelles du M23 ont occupé la bourgade de Monigi à quelques 10 km de Goma avec un armement lourd, c'est la psychose totale dans la ville volcanique. La population y vit la paire au ventre à cause de menaces d'éliminance d'une attaque de ces rebelles pro-rwandais comme ce fut le cas en novembre de l'année dernière. Panique totale, ce qui a poussé le porte-parole de la MONUSCO, basé à Goma, le colonel Abdoul Ndiaye, à sortir du bois pour tonner et rassurer la population. Et la référence plus ajoute que la protection de la ville de Goma, les forces régulières de la RDC sont là. Le rebelle avait alors occupé brièvement la ville avant de s'en retirer en échange de pourparlers ouverts depuis décembre à Kampala. Les récents déplacements de population du groupement de Kibati vers Monigi, mais surtout les camps des déplacés de Mungunga, pousse la population de Goma à appréhender de nouveaux combats entre l'armée et le rebelle. En parlant de la crise de l'Est, Lisa renseigne que la RDC doit compter sur sa propre armée. La réaction des déceptions enregistrées côté congolais au message délivré depuis la Tanzanie par le président américain Barack Obama montre que le Congolais attendait un peu trop de son passage dans la région. Barack Obama n'a rien dit de neuf. Un message qui renvoie la RDC face à ses propres obligations. Comment ne pas être déçu quand on sait que les USA disposent suffisamment de tous dans leur manche pour contraindre le président Paul Kagame à cesser de rébellion dans le Kivu. Mais Obama rappelle au gouvernement de la République démocratique du Congo, en partant du chef de l'État, leur obligation de prendre soin du talon d'Achille du colosse congolais, à savoir son armée. Le guide pour sa part rapporte que Laurent Nkunda est de retour à Rutshuru. La société civile du Nord Kivu a confirmé la présence de Laurent Nkunda à Rutshuru. Selon le quotidien, le Rwanda l'a envoyé au Congo pour grossir le rang du 1-23 et renforcer son commandement. À peine arrivé, le général déchu a fait organiser 2 journées de prière à Rutshuru pour soutenir le 1-23. Le moins que l'on puisse dire pour l'instant, c'est que le chef militaire du CNDP, sur qui il a visage découvert, est loin de toute menace judiciaire rwandaise. Terminons cette revue avec cette nouvelle. Le roi de Belge, Albert II, renonce au trône. Albert II abdiquera le 21 juillet 2013, le jour de la fête nationale belge. Il cède la place à son fils aîné, le prince Philippe. Âgé de 79 ans, le roi de Belge a estimé que son âge et sa santé ne le permettaient plus d'exercer sa fonction comme il le voulait. Le roi estime que son héritier est prêt et que le moment est venu de passer le flambeau après 20 ans de règne. Information rapportée sur le colonne de la prospérité. Terminé, au revoir et bonne soirée chez vous.
C'est la fin de ce journal. Si vous avez aimé, dites merci à mon chef d'édition, José Moussangana, et restez surtout branchés au programme d'Antena, car à 22h, vous suivrez votre émission Pifo, et l'invité, c'est le chargé de communication de la majorité présidentielle, Monsieur André Alain Atundu Liongo. Merci et au revoir. Thank you.